Bonjour à tous, c'est Sylvia Micone pour Impact Positif. À partir de cet épisode, petit changement, plus de face à face avec nos invités le temps du confinement. Les enregistrements auront lieu par téléphone. Le principe, lui, ne change pas. Au contraire, il s'amplifie durant cette période si particulière et prend tout son sens. Donner la parole à ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer et surtout protéger le vivant, la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur démarche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre ? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous. Je crois surtout que ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à un besoin auquel l'éducation nationale n'a pas encore réussi à répondre et qu'aujourd'hui, on vient d'atteindre les 700 000 utilisateurs. Donc, on a une croissance assez exceptionnelle, mais cette croissance-là et cette crise-là, elle doit nous inciter à beaucoup d'humilité, beaucoup de sang-froid et d'humanité aussi, et que cette croissance qu'on est en train de vivre, elle a un goût amer. L'éducation saura se réinventer par l'innovation et que cette crise, quelque part, pourra la servir. C'est qu'on va voir un vrai changement dans les usages des gens, des enseignants, des élèves. Et je crois que c'est un changement pour le meilleur. Maintenant, effectivement, encore une fois, cette crise est dramatique et c'est sûr qu'on aurait préféré que ça se passe autrement. Le contexte m'a immédiatement fait penser à Philippine Dolbeau. Elle a tracé une voie en France en devenant l'une des plus jeunes entrepreneurs du pays. Son objectif, trouver des solutions pour mieux faire fonctionner l'éducation nationale. Aujourd'hui, avec Classroom qui permet de créer des classes virtuelles et de maintenir le lien, son impact positif est là, au cœur de la crise sanitaire et des questions que devra se poser inévitablement l'éducation nationale. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 10, Andiamo. Philippine Dolbeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très jeune, vous n'avez que 20 ans, vous avez déjà créé votre entreprise, vous avez commencé à peine 15 ans, on vous a d'ailleurs surnommée la plus jeune entrepreneur de France, c'était avec New School et vous développez aujourd'hui Classroom en tant que vice-présidente. C'est une application qui permet de faciliter les échanges entre le professeur, sa classe, les parents. Elle est complètement gratuite jusqu'à la fin de l'année scolaire vu les circonstances, mais elle a aussi été victime de son succès soudain, on va y revenir. On va revenir sur votre parcours, vous avez reçu de nombreuses distinctions, start-upeuse de l'année, femme la plus innovante de l'année. Vous avez même fait partie d'une délégation française du G20 des entrepreneurs il y a 4 ans. On va essayer de comprendre ce qui vous est arrivé depuis New School et puis surtout la suite. Mais tout d'abord, Philippine Dolbeau, comment vous sentez-vous? Comment vivez-vous ce confinement? Écoutez, c'est très gentil, ça va bien et ça va surtout mieux. Je pense que j'ai attrapé le coronavirus comme pas mal de monde aujourd'hui. J'étais bien affaiblie pendant une semaine et aujourd'hui je commence à revivre. Donc ça va, le confinement. Écoutez, j'ai la chance d'habiter en région parisienne où on peut encore avoir un jardin et donc sortir dehors. Mais ça va, j'ai hâte que ça se termine, comme beaucoup, sans Et le doute. confinement, effectivement, est un peu plus facile avec un jardin, c'est vrai. Alors, au début de cette aventure, on va commencer pour vous. Il y a eu cette idée. C'était la sécurité des élèves, la possibilité aussi de faire l'appel en classe en ligne en 10 secondes. L'application détectait les personnes présentes via un boîtier porte-clés et plus de temps perdu pour faire l'appel. Tout cela se fait automatiquement. Alors, pourquoi cette idée? Comment est-ce que cela naît dans la tête d'une adolescente de 15-16 ans? C'est un fait divers, je crois, qui vous a inspiré et pas une expérience personnelle. Exactement. En fait, quand j'arrive en seconde, au tout début du lycée, j'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je crée une mini-entreprise fictive. Et j'avais pas d'idée jusqu'à un soir où je rentre chez moi, j'allume la télévision et je tombe sur ce fait divers, effectivement, qui parlait de l'histoire de Charles. Charles, c'est un enfant de 9 ans qui, comme tous les jours, se rend à l'école en bus. Sauf que ce jour-là, Charles n'arrive pas à l'école. En fait, il s'est endormi dans le véhicule. Le conducteur du bus ne s'est pas rendu compte qu'il y avait encore un enfant dans le véhicule.
Et les professeurs de Charles n'ayant pas fait l'appel en classe, ils ne se sont pas rendus compte de l'absence de l'enfant. Donc Charles est resté enfermé dans le véhicule pendant plus de 8 heures. Et quand ses parents sont venus le chercher à 16h30 à la sortie des cours, impossible de trouver leur enfant. Ils appellent les pompiers, les gendarmes, impossible de trouver l'enfant. Et la journée, en fait, ce qui était assez marquant, c'est que la journaliste dans ce reportage disait, mais le problème, c'est pas tant que le conducteur du bus ne se soit pas rendu compte qu'il y avait encore un enfant dans son véhicule, mais c'est que les enseignants de Charles n'avaient pas fait l'appel en classe, parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient pu prévenir les parents. Et donc, en fait, quand je tombe sur ce reportage, la journaliste dit, il y a un problème avec les cahiers d'appel en France, ils sont en papier dans la majorité des cas, ça prend beaucoup de temps, ça c'est chronophage. Et j'écoutais ce reportage avec ma mère qui était prof et qui me partageait son expérience avec les cahiers d'appel. Et donc voilà. Vous avez pu tester tout de suite alors avec votre maman. Exactement. Et donc pour ma mini-entreprise fictive pour mes cours d'économie, j'avais décidé de moderniser un petit peu le cahier d'appel et d'en faire une application mobile. Alors, du coup, comment ça a été accueilli cette idée? Est-ce que l'entourage était prêt ou pas? L'école, votre classe? Alors, quelques années plus tard, hein, quand tout était en place, on vous avait d'ailleurs même accusé de fliquer les enfants. Comment ça a été pris à l'époque? C'est vrai qu'on m'avait accusé de fliquer un petit peu mes camarades. C'était d'ailleurs assez compliqué à vivre. Très rapidement, cette idée qu'on géolocalisait les élèves, qui en plus n'était pas le cas, mais cette idée qu'on traçait les élèves et qu'on notifiait les parents quand ils étaient absents, elle s'est très vite dissipée parce qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc., qui sont arrivés malheureusement en France. Et dans mon école, juste à côté de chez moi, où j'allais au lycée, l'école avait reçu certaines menaces à caractère terroriste. Et donc, il y avait un vrai souci de sécurité dans l'école. Et l'école avait besoin de savoir qui était là et qui n'était pas là à un instant T. Et donc, du jour au lendemain, on est passé de la lycéenne qui fliquait ses camarades à un peu une solution de secours qui s'est avérée bien utile dans plusieurs cas. Donc, c'était difficile à vivre, si vous voulez, parce que à ce moment-là aussi, cette évolution s'est faite aussi avec une forte médiatisation qui s'est passée en pleine adolescence. Et je crois que c'est pas le meilleur moment pour être médiatisé, mais en tout cas, ce projet s'est développé suite à mes cours d'économie. Oui, tout à fait, parce qu'on précise, vous avez lancé cette entreprise à la faveur d'un cours au lycée, hein, mais il est rare effectivement que les entreprises survivent à de tels cours. La vôtre, c'est une exception. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'analysez avec du recul? Toute la famille vous a soutenu, tout le monde s'y est mis. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est une très bonne question et j'ai encore du mal aujourd'hui à vous répondre. Je pense que c'est un concours de circonstances assez incroyable et invraisemblable qui a fait que l'entreprise fictive est devenue réelle quelques mois après mes cours d'économie. En fait, j'ai participé à la fin de mon année de seconde à un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans qui était organisé par une entreprise de l'éducation et de la technologie à Paris. Et il se trouve que j'ai remporté ce concours alors que j'avais absolument aucune ambition. Et 2 mois plus tard, après ce concours, j'ai été contactée par le directeur d'Apple Europe qui m'a écrit en me disant Philippine, on était là quand vous avez gagné votre prix, quand vous avez parlé de votre projet, on aimerait bien que vous soyez là demain pour nous le présenter. Et donc j'ai pris un Eurostar, je suis partie à Londres et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce monsieur-là, à qui je dois énormément, m'a dit je pense qu'il faudrait que vous en fassiez une entreprise réelle et on est là pour vous aider si besoin. Et donc c'est comme ça et c'est grâce à ce monsieur-là que l'entreprise fictive est devenue une vraie entreprise. Ouais. Et tout ça, ça part d'un petit concours, un concours national? C'était un concours national, effectivement. C'était un concours national qui était ouvert à tous les jeunes de moins de 15 ans et auquel j'avais participé parce que j'avais perdu un pari avec mes potes. Et comme à l'époque, j'étais extrêmement timide et je crois que j'aurais été incapable de vous parler aujourd'hui dans le cadre d'un podcast. Et j'étais extrêmement timide et donc j'avais perdu ce pari. Et ils savaient que si j'accédais à la finale, je devrais présenter mon projet sur une scène avec plusieurs centaines de personnes. Et je l'ai fait. Et heureusement d'ailleurs que j'ai perdu ce pari et que j'ai participé à ce concours parce que c'est ça qui m'a lancée
et qui fait que je suis là aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça, vous avez été tout de suite repéré, coup de fil d'Apple qui vous a coaché. Passage dans les médias qui change tout aussi. Votre vie devient un peu un tourbillon quelque part. Vous êtes sollicité aussi par des personnalités politiques et du monde de l'économie qui vous tendent tous un bras. Vous le vivez bien à l'époque. Lycéenne et entrepreneur, ça n'a pas dû être non plus très facile, hein. Non, 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 vous avez tout à fait raison. Ça a été même très compliqué. Au début, il y a eu tellement de passages dans les médias que je m'en rendais même pas compte et que j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Vous savez, la jeune fille qui passe à la télé, et je trouvais ça trop génial. Et d'un autre côté, je me suis très vite rendu compte que j'avais une entreprise à faire tourner, des clients à trouver, des salaires à payer aussi. Et que passer dans les médias, c'est bien, mais que la réalité en dehors est tout autre. Et aussi que quand on est médiatisé et qu'on est encore en pleine adolescence, c'est pas facile parce que vous avez un regard qui est porté sur vous de la part de vos camarades et même de vos enseignants, qui d'un coup diffère de ce qui a été l'habitude les mois et les années précédentes. Donc oui, ça n'a pas été facile. J'ai été harcelée à l'école. J'ai eu beaucoup de mal à construire toute cette deuxième vie en même temps que d'aller en cours. Ça me prenait aussi énormément de temps entre la révision pour le bac et puis la gestion d'entreprise et la médiatisation. Mais je crois que malgré tous les points un peu négatifs et difficiles que ça a amené, si je devais le refaire, je le referais 1000 fois. Vous étiez une ado comme les autres. À cet âge-là, c'est vrai qu'en général, on préfère faire autre chose que de créer des entreprises. Comment vous qualifiez maintenant en étant un peu plus grand, parce que vous n'êtes pas non plus très âgé aujourd'hui? Non, non, mais c'est vrai qu'en fait, si vous posez cette question à mes parents, je crois qu'ils vous répondraient par la négative. Ils vous diraient que non, j'ai jamais été une ado tout à fait comme les autres. J'ai jamais été fan de sortir en boîte ou d'aller après les cours boire des coups. J'ai toujours été très studieuse. Très indépendante aussi depuis assez jeune et puis j'étais passionnée par l'éducation, du fait que ma mère et ma grand-mère étaient enseignantes notamment. Et donc non, c'est vrai. Et d'ailleurs, mes parents vous diraient aussi que pour eux, ils pensent que je n'ai pas eu de jeunesse. Oui. Et moi, je leur répondrais que je la vis différemment des autres. Et que là, je suis en train de vivre ma jeunesse comme jamais j'aurais pu imaginer la vivre, mais qu'elle est plutôt sympa, ma jeunesse. Oui, et puis vous, effectivement, vous êtes encore en plein dedans, il n'y a absolument aucun problème. Alors, vous continuez effectivement de développer New School, hein. Vous devez aussi faire des choix, hein, parce que l'entreprise, il faut qu'elle survive, hein, pas question de la vendre, les fonds familiaux ne sont pas non plus illimités. Vous vous lancez dans le crowdfunding, à l'époque, le premier, je crois que vous récoltez un peu plus de 60 000 euros. C'est ça. Jusqu'à l'été dernier, finalement, votre start-up, elle est absorbée par Classroom. C'est l'application qu'on a décrite tout à l'heure, une équipe de 13 personnes, je crois, aujourd'hui, 400 000 usagers. Vous en êtes la vice-présidente. Comment vous avez vécu cette étape de rachat après ces années à faire vivre New School ? C'était une superbe opportunité et Classroom m'avait déjà contacté il y a quelques années au lancement de New School. Ils voulaient que je les rejoigne. Et puis, au fil des années, les fonctionnalités d'appel, notamment qu'on avait développées au sein de New School, les intéressaient beaucoup. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Ils m'ont contacté l'été dernier en recherchant la fonctionnalité d'appel que j'avais développée. Et puis, moi, je cherchais aussi un nouveau souffle. J'arrivais un peu en bout de course d'un point de vue financier. J'avais beau faire tous les babysitting et les cours particuliers de la Terre. Ça ne suffisait pas à payer tous les salaires, etc. Donc, et puis ça faisait quand même 5 ans que je travaillais sur cette entreprise. Et ça a été une aventure formidable, mais j'avais besoin d'un nouveau souffle et Classroom a été ce nouveau souffle. Et qu'en était-il finalement de votre, je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat, mais votre coaching avec Apple ? Alors, toujours, ça a duré donc pendant 5 ans et j'ai eu le plaisir de voir que la même personne qui m'avait contactée et qui m'a coachée pendant 5 ans coachait aussi le dirigeant de Classroom. Donc, le partenariat continue. D'accord. Il se matérialise comment ce partenariat ?
Il n'y a aucun partenariat financier, c'est-à-dire qu'Apple ne prend pas de participation, notamment dans des startups aussi petites que la mienne à l'époque. Mais d'ailleurs, ça m'a toujours marqué, ça me marque toujours encore beaucoup, de voir à quel point une entreprise aussi grande qu'Apple pouvait aider des entreprises aussi petites que la mienne sur plein de problèmes, sur comment créer un business plan, comment lever des fonds, comment designer son application, Avec quel retour pour Apple finalement? Je pense que je me demande bien. Sans doute qu'ils savaient que j'étais une fan inconditionnelle d'Apple. Ils m'ont fait rencontrer Tim Cook d'ailleurs il y a quelques années, qui était pour moi Dieu sur terre. Et je sais pas. Est-ce que par cette initiative-là, est-ce qu'ils font en sorte d'avoir plus d'adeptes et notamment de fondateurs d'entreprises qui utilisent et font la promotion de leurs produits sur des produits Apple? C'est assez flou. Et d'un autre côté, moi qui ai toujours peur des grandes entreprises et des GAFA, là j'ai été agréablement surprise parce qu'il n'y avait aucune contrepartie de leur part et c'était vraiment un échange de confiance et jamais ils m'ont demandé quoi que ce soit en retour. Donc franchement, chapeau. Ouais. Alors entre-temps, il se passe quand même aussi des choses dans votre vie. Tout ne se déroule pas comme prévu. Vous vouliez rentrer dans certaines écoles, vous n'y êtes pas parvenu. Et vous avez eu envie d'un retour aussi à l'anonymat le plus complet. Vous dites qu'il est peut-être temps de changer d'air et vous posez vos valises à Londres pour 3 ans. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Vous qui travaillez sur le système éducatif français, vous voilà plongé dans un tout autre système. Vous revenez avec quoi finalement de ces 3 ans à Londres? Avec beaucoup d'idées et avec beaucoup d'espoir aussi que c'est possible. Et j'ai écrit un texte il y a quelques semaines parce que je viens de terminer mes études justement à Londres, dans un contexte spécial en raison de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Mais ces 3 années qui m'ont énormément apporté, notamment d'un point de vue éducatif. Le système anglo-saxon est juste tellement différent du système français où on a un système ici en France qui est parfois qualifié d'un peu traditionnel, où on a du mal à accepter l'innovation dans les salles de classe, etc. Et pourtant, on a des enseignants qui sont hyper volontaires. Et effectivement, en Angleterre, dans les écoles, vous avez les enseignants qui ont des iPads dans les classes. Alors, je ne suis pas là pour faire une généralité, mais il y a une culture à l'innovation, à l'ouverture, à l'accompagnement de tous les types d'élèves, de tous les handicaps, les autismes, etc. Franchement, souvent on a l'impression que c'est le Club Med, le système éducatif anglo-saxon par rapport au système français. Et donc j'ai énormément appris ces 3 années passées. J'étudie des sciences de l'éducation, donc c'est pour vous dire que ça m'intéresse beaucoup. Et d'un autre côté, je me suis aussi dit que c'était une vraie source d'espoir parce qu'en France, on est souvent en train de se plaindre de l'éducation nationale qui est trop lente, etc. Mais que j'ai vu de l'intérieur, en étant élève, que dans le système anglo-saxon, c'est tout à fait possible d'amener un tout petit peu d'innovation et d'espoir dans le système. Donc franchement, j'en suis sortie avec beaucoup d'idées, beaucoup d'espoir et ravie. Cela dit, c'est beaucoup plus cher aussi, le système éducatif en Angleterre. C'est très vrai. C'est très vrai, c'est même assez indécent en fait, je trouve. Maintenant, même pour avoir été dans plusieurs écoles primaires, pour avoir une vraie comparaison avec ce que j'avais vécu en France, parce que le système universitaire n'est pas du tout le même, mais pour aller dans des écoles primaires et secondaires qui sont des écoles publiques et donc gratuites, même à ce niveau-là, le système est différent. Et c'est passionnant. Alors, 400 000 usagers pour Classroom, ça c'était avant le coronavirus, avant que votre application ne change de mission quelque part. Vous décidez de la rendre gratuite jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il est vrai qu'en cette période de confinement, Classroom prend tout son sens. C'est là qu'elle démontre son impact positif. Mais problème, il y a tellement d'inscriptions, des milliers, 30 000 par exemple pour le seul dimanche 15 mars, que le serveur ne tient pas. Il est d'ailleurs tombé le lendemain. Et puis un jour qui restera gravé dans l'histoire de votre équipe, c'est évidemment le jeudi 12 mars, lorsqu'Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles. Racontez-nous.
Ce jour-là, ça a été un énorme changement pour Classroom parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de toutes les écoles en France et jusqu'à nouvel ordre. Et je crois qu'on s'est rendu compte que, outre le moment à la fois dramatique et historique qu'on est en train de vivre, c'est aussi le destin de Classroom qui a basculé en devenant potentiellement aux yeux des 280 000 enseignants et professeurs des écoles de France, ce qu'on appelle un outil de première nécessité pour assurer ce qu'on appelle aussi la continuité pédagogique. Donc, c'est le fait de faire cours et de suivre des cours à distance sans être dans une salle de classe physique. Donc, nous, en fait, ce jour-là, ça a basculé complètement le destin de Classroom parce qu'on s'est retrouvé avec un rôle majeur à jouer dans cette crise qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et c'est pour la raison pour laquelle on a décidé collectivement chez Classroom de donner accès gratuitement au fil d'actualité de la classe pour toutes les classes de France, et ce jusqu'à au moins la fin de l'année scolaire. Mmh. Donc c'est sûr que c'est une responsabilité énorme, si vous voulez, qu'on a décidé de prendre parce qu'on est encore une start-up, qu'on n'est pas encore rentable et que du coup notre chiffre d'affaires qui se basait sur des utilisateurs qui pouvaient payer quelques euros par mois pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, et ben ces sources de revenus on les a plus, mais c'est une responsabilité qu'on a décidé de prendre et qui est, je crois, à la hauteur au moins du besoin qui se faisait ressentir et qui se fait encore ressentir dans les écoles aujourd'hui. Ça a peut-être payé justement pour l'après-crise. D'ailleurs, on vous a aussi accusé, entre guillemets, de vouloir profiter de la situation pour gonfler vos abonnés après. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs ? C'est un argument que moi j'entends tout à fait et qui est d'un autre côté très malheureux parce que je vois d'un point de vue des entreprises, mais même mes voisins qui sont adorables et qui aident des personnes qui en ont besoin, du personnel soignant, etc. Je vois toutes ces initiatives de solidarité qui sont créées un petit peu partout en France et qui font chaud au cœur. Et donc c'est sûr que je peux tout à fait entendre qu'il y ait des vraies questions vis-à-vis de nos objectifs, de nos attentes, etc. Moi, je crois surtout que ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à un besoin auquel l'éducation nationale n'a pas encore réussi à répondre. Et qu'aujourd'hui, on vient d'atteindre les 700 000 utilisateurs. Donc, on a une croissance assez exceptionnelle. Mais cette croissance-là et cette crise-là, elle doit nous inciter à beaucoup d'humilité, beaucoup de sang-froid et d'humanité aussi. Et que cette croissance qu'on est en train de vivre, elle a un goût amer. Vous attendiez d'ailleurs à une telle demande. Vous dites d'ailleurs que le coronavirus, c'est un choc d'innovation pour l'éducation nationale. Qu'est-ce qui va en sortir selon vous ? Écoutez, j'espère. D'un autre côté, c'est assez paradoxal parce que cette crise, elle est complètement incroyable et dramatique. Et je crois que c'est une vraie chance, quelque part, pour l'éducation nationale de se moderniser et de se réinventer. On voit partout des solutions comme Classroom, des solutions qu'on appelle EdTech, donc innovation dans l'éducation, des applications, des sites web, etc., qui sont mises en avant et mis sous le feu des projecteurs parce que justement l'éducation nationale est un peu en retard pour répondre à tous les besoins actuels qui sont rencontrés par les familles et par les enseignants. Et donc je pense, c'est pour ça que je dis l'éducation saura se réinventer par l'innovation et que cette crise quelque part pourra la servir. C'est qu'on va voir un vrai changement dans les usages des gens, des enseignants, des élèves et je crois que c'est un changement pour le meilleur. Maintenant, effectivement, c'est encore une fois cette crise est dramatique et c'est sûr qu'on aurait préféré que ça se passe autrement. Pourquoi un tel retard d'ailleurs dans l'éducation nationale pour tous ces outils numériques alors que la demande elle est là aussi est-ce que c'est parce que c'est trop tôt, parce qu'il y a aussi une certaine peur de creuser les inégalités le ministre de l'Éducation disait d'ailleurs il y a quelques jours qu'on avait perdu la trace de 5 à 8% d'élèves qui sont perdus dans la nature, introuvables, alors qu'il faut assurer la continuité pédagogique, pas d'internet, pas d'ordinateur, ou encore des parents qui ne savent peut-être pas manier ces outils. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants ? Écoutez, c'est très compliqué. Moi, j'avais vécu cette situation-là avec notamment des élèves et des enseignants qui habitaient dans des zones blanches, qui n'avaient donc ni réseau ni Wi-Fi, et c'était très compliqué de justement les inclure dans ces solutions numériques qui sont déployées par des écoles. Et ce sont des enfants et des enseignants qui sont un peu laissés à part, sans solution de secours. Je n'ai pas la réponse à votre question et je ne sais même pas si le ministère l'a. 5 à 8%, c'est énorme.
C'est énorme. Ça me fait marrer parce que je pense, votre question me fait penser à un tweet que j'ai vu passer cette semaine d'une enseignante et même d'une directrice d'école qui avait créé le drive de l'école. Et donc, en fait, parce qu'elle habite à la campagne et que beaucoup n'ont pas accès à Internet, elle avait mis devant l'école des enveloppes pour chaque élève et que les parents pouvaient venir chercher en voiture comme un drive dans des entreprises agroalimentaires. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait beaucoup de peine. Je me souviens aussi que ce retard dans l'innovation, il est pas nouveau. Il y a déjà 5 ans, quand moi, j'allais toute seule dans des écoles essayer de présenter mon produit à des chefs d'établissement et des enseignants. Vous aviez toujours quelques enseignants qui étaient réfractaires parce qu'ils avaient peur du Wi-Fi, parce qu'ils avaient peur des ondes, de l'usage de leurs données, etc. Et c'est tout à fait entendable. Et c'est vrai que c'est un marché compliqué. Le marché de l'éducation est compliqué aussi d'y apporter un peu d'innovation, mais je crois que c'est un terrain de jeu absolument fantastique. Et vous le dites, effectivement, pas facile de travailler l'éducation nationale. Les freins viennent aussi beaucoup de là-bas et aussi de la question de la protection des données aussi. Il y a beaucoup, effectivement, de réticences. Comment est-ce que vous les rassurez par rapport à ça ? Alors nous, ça a été une vraie problématique dès le début de la création de Classroom. Moi, je ne travaillais pas encore à ce moment-là chez eux, mais dès le début, les 2 fondateurs de Classroom sont tous les 2 des papas qui avaient donc des enfants au primaire et qui ont décidé de mettre la protection des données au cœur de leur politique chez Classroom. Et tout de suite, ils ont été contactés par l'Académie de Versailles, qui a travaillé notamment avec le ministère de l'Éducation nationale sur l'amélioration de la politique de la protection des données pour toutes les startups qui travaillent dans l'EdTech. Et ça, je trouve que c'est une initiative absolument géniale qui vient de l'institution et qui est, je crois, à souligner. Et l'Académie de Versailles a énormément aidé Classroom avec notamment des analyses du code derrière l'application, avec une aide juridique, etc., qui a fait que grâce à eux et grâce aux efforts des équipes, on a réussi à avoir une application qui est complètement conforme avec le RGPD et les autres lois internationales sur la protection des données. Ouais. Alors depuis effectivement cette crise sanitaire, il faut tenir le coup aussi. On en a dit tout à l'heure que les serveurs étaient tombés. Vous allez investir massivement dans les infrastructures et pour cela il faut aussi faire des levées de fonds. Je pense que vous allez essayer de lever 2 millions d'euros. Comment est-ce que ça se passe ? Je crois que vous avez plus ou moins 6 semaines pour boucler votre tour de table. Exactement. On cherche des fonds. En fait, initialement, on cherchait à lever des fonds plutôt en septembre 2020. Et puis cette accélération à la fois dans l'utilisation de Classroom et puis dans notre nombre d'utilisateurs un peu partout dans le monde a fait qu'on a dû investir à la fois dans des serveurs, on a dû investir dans du recrutement de personnel informatique notamment. Et puis le fait que tout notre chiffre d'affaires est désormais proche de zéro. Donc on est en train de faire effectivement une levée de fonds entre 1 million, près d'1,2 million d'euros, entre 1,2 million et 2 millions. Et cette levée de fonds, on espère effectivement la boucler d'ici 6 semaines. C'est pas facile parce que dans le milieu de l'éducation, encore une fois, et c'est très spécifique à la France, mais dans le milieu de l'éducation, lever des fonds, c'est un peu le parcours du combattant. Et d'un autre côté, le milieu de l'éducation et toutes les startups qui répondent aux besoins à la fois des familles et des enseignants en ce moment sont des entreprises qui ne connaissent pas trop la crise du coronavirus, en tout cas pas ses côtés négatifs. Donc on espère pouvoir effectivement boucler cette levée de fonds rapidement. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette crise ? Vous avez rendu hommage à plusieurs reprises aux corps enseignants. C'est comme pour le personnel soignant. Finalement, on se rend compte plus que jamais de l'utilité de leur fonction pour la société. C'est complètement vrai. Moi, je suis convaincue de leur utilité depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours vu ma maman qui est rentrée de cours et qui était exténuée et qui ensuite enchaînait avec des réunions de parents d'élèves, etc. Donc, je crois que le fait de connaître le métier d'enseignant d'un autre côté, du côté d'enfant, ça apporte une autre vision. Et je dis souvent qu'il y a certains héros qui ne portent pas de cap et pour moi,
métier d'enseignant, c'est exactement ça. Et d'un autre côté, aujourd'hui, ils font un travail exceptionnel où ils réinventent complètement leurs habitudes. Ils avaient l'habitude de venir en classe, de donner un cours, et là, ils doivent se former très rapidement à de nouveaux outils qui généralement ne sont pas utilisés par les écoles en temps normal. Les élèves aussi d'ailleurs, et donc toute cette nouvelle organisation, en plus de la gestion du côté personnel, puisqu'on est tous confinés, et pour certains d'entre eux, ils ont des enfants, donc moi je leur tire mon chapeau, parce que c'est effectivement un métier qui est déjà de base pas facile, qui est selon moi pas assez rémunéré ni valorisé par la société. Et en plus, aujourd'hui, ils font un travail qui, comme les soignants et comme toutes les personnes qui sont en première ligne, un travail absolument exceptionnel. Ouais. Alors vous, avec Classroom, vous vous êtes déjà mobilisés depuis ce qui se passe dans l'Oise, hein, depuis que les écoles ont fermé dans l'Oise, c'était avant tout le monde. Vous avez effectivement travaillé en étroite concertation avec eux depuis ce moment-là, et vous avez aussi commencé à développer la visioconférence, c'est-à-dire pouvoir carrément faire classe via votre application. Ça en est où ? Écoutez, elle sort aujourd'hui, cette fonctionnalité de visioconférence. Ça a été une vraie demande, vous l'avez dit très justement, des professeurs de l'Oise qui ont été les premiers touchés par l'épidémie, où on s'est rendu compte que le premier degré, c'était une partie de l'enseignement qui était très particulière, parce que les parents ne peuvent pas s'improviser enseignants du jour au lendemain, que les enseignants eux-mêmes ont besoin d'être aidés dans cette situation de crise, et parce que les enfants ne peuvent pas apprendre tout seuls, on a décidé effectivement d'avancer cette fonctionnalité de visioconférence qui était prévue pour l'été prochain, et qu'on a donc développé un peu dans l'urgence pour répondre à ce besoin. Et donc cette fonctionnalité sort aujourd'hui chez Classroom. Eh bien, c'est bien noté. Philippine Dolbeau, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début quand vous vous êtes lancé ? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que j'aurais aimé qu'on me dise que... c'est une très bonne question. Je crois que j'aurais aimé qu'on me dise d'un peu moins douter, à la fois de mon âge et du fait d'être une femme, parce que ça m'a beaucoup desservie et j'ai été victime de tous ces stéréotypes. Je suis une fille, je suis jeune et je sors d'une filière littéraire, donc je coche un peu toutes les tares. Et je crois qu'on aurait aimé qu'on me dise que c'est possible. Peut-être aussi que j'aurais aimé avoir un modèle qui soit une femme et une dirigeante d'entreprise dans ce grand monde. Alors c'est vrai que c'était il y a 4-5 ans tout ça, c'était en 2015, en 2016. Ouais. C'est fou quand même, on vous a reproché quelque part d'être une femme et de monter votre entreprise. Complètement. Et d'ailleurs, ça m'a été assez rédhibitoire, notamment pour lever des fonds. Et d'ailleurs, la seule levée de fonds que j'ai faite, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le crowdfunding. À chaque fois que je suis allée voir des banques, des fonds, etc., à chaque fois, la première chose qui m'était reprochée, c'était d'être soit trop jeune, soit de ne pas encore avoir terminé mes études, soit d'être une femme. Et on est quand même au 21e siècle, et je pensais pas que c'était encore possible des remarques pareilles. Et si, donc voilà. Il y a des initiatives qui se mettent en place, hein, notamment Sista, on en a parlé, on les a d'ailleurs invités. J'adore. Voilà, que vous devez certainement connaître et qui essayent aussi de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Autre question, le ou la mentor que vous auriez aimé avoir, même si vous nous avez quand même déjà lâché un nom et pas n'importe lequel, hein, Tim Cook que vous avez rencontré il y a quelques années. Votre mentor que vous auriez aimé avoir? Écoutez, j'ai toujours rêvé d'avoir une mentor et il se trouve que je l'ai eue. Elle s'appelle Clara Guémard, l'ex-présidente de General Electric, qui est maintenant présidente d'un fonds d'investissement qui s'appelle Raise, avec qui j'ai donné ma toute première conférence en 2016. Et c'était assez drôle d'ailleurs parce que cette conférence s'appelait Une entrepreneur chevronnée et un bébé entrepreneur. Et donc l'entrepreneur chevronné, c'était bien sûr elle. Et pour moi, ça a toujours été un modèle parce que Clara, elle a 9 enfants et malgré ça, elle a été présidente d'une entreprise gigantesque en France, tout en gérant une vie personnelle qui était sans doute bien chargée. Et elle a toujours été de bons conseils. Donc c'est le mentor que j'aurais rêvé avoir et que j'ai eu la chance d'avoir. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si je n'avais pas eu mes parents aussi bienveillants, je crois. Ils ont toujours été derrière moi, ils ont toujours cru en moi. C'était pas toujours facile, d'ailleurs. Ils ont travaillé avec vous, d'ailleurs.
Ils ont travaillé avec moi, exactement. Ils sont même devenus mes associés, puisque à l'époque, comme j'étais mineure, j'avais pas le droit de monter mon entreprise sans mes 2 représentants légaux comme associés. Ça a été une formidable aventure familiale, et je pense que s'ils n'avaient pas été là à mes côtés et derrière moi, ça aurait été complètement différent. Votre plus bel échec? Mon plus bel échec, ah si, j'en ai un très bel échec. Un jour, il y a encore quelques mois, juste avant le rachat de Classroom, j'essayais coûte que coûte de faire rentrer un petit peu d'argent dans mon entreprise, et j'avais créé un nouveau produit qui s'appelait Sésame, qui était une sorte de passe pour payer à la cantine, faire l'appel, emprunter des livres à la bibliothèque, etc. de l'école. Et ce nouveau produit, j'avais eu la bonne idée de le lancer style le 15 juin. Et bien sûr, tout le monde était déjà parti en vacances, notamment les chefs d'établissement. Et donc, j'avais envoyé un email marketing à plusieurs chefs d'établissement de France, et dont un qui m'avait répondu en disant « Mais madame, je crois que vous n'avez absolument rien compris au milieu de l'éducation. Si vous contactez vos potentiels clients en pleine vacances d'été, je suis quant à moi devant ma piscine en train de me prélasser, et certainement, je vais certainement pas prendre votre produit. » Et en fait, moi, j'ai vécu ça. Au début, j'étais un peu vexée. Je dis, bah, pourquoi il me dit ça? Il est pas cool. Et en fait, il avait tout à fait raison, et je n'avais absolument rien compris au monde de l'éducation. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire des études de sciences et politique de l'éducation pour en apprendre plus et l'étudier. Ouais. Bon, ça c'est peut-être aussi une spécificité culturelle. Du coup, vous vous êtes dit quoi? Rendez-vous dans 3 mois? Je propose tout ça en septembre, c'est ça? Alors, moi, je lui ai écrit d'ailleurs récemment en disant, mais monsieur, parce que ça c'était il y a 3 ans, je dis, bah voilà, monsieur, 3 ans plus tard, je viens de terminer mes études en sciences et politique de l'éducation, j'ai rien à vous vendre, mais je voulais juste vous remercier parce que vous m'avez fait rendre compte d'une belle erreur, et aujourd'hui, j'espère que j'en sors grandi. Donc voilà. Enfin, cela dit, il n'était pas nécessaire de faire 3 ans d'études pour ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Non, c'est Philippine? pas... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il m'a effectivement mis ça sous les yeux, et il a été très juste quelque part, même si sa remarque était assez désobligeante, mais il m'a fait rendre compte, en fait, avec plein d'autres choses, que je ne pouvais pas travailler dans le milieu d'éducation juste avec mon expérience. Ouais. J'avais que 18-19 ans, et j'avais monté une boîte dans le milieu de l'éducation, et j'étais élève, mais ça n'était amplement pas suffisant pour moi pour continuer dans ce milieu-là, qui est un milieu qui me passionne. Donc c'est pour ça que je suis partie étudier. Il m'a répondu à mon mail en disant qu'il était très fier de moi. Voilà. Alors, une qualité essentielle pour entreprendre? Ah, c'est une bonne question. Je répondrais la gestion du temps. Je crois que ça a été vraiment la gestion du temps. Ça a été compliqué pour moi dès les premières années, hein, comme je passais mon bac en même temps, et puis je préparais mes concours aux entrées aux écoles supérieures, et en même temps je gérais mon entreprise, et c'est vrai que j'avais plus beaucoup de vie sociale, et que la gestion du temps s'est avérée essentielle. Et donc, je crois qu'en tout cas, à mon âge et avec mon parcours, et si quelqu'un devait monter sa boîte en étant jeune, ce que j'encourage vraiment, ce serait la première chose à avoir comme qualité, ce serait d'avoir une bonne gestion du temps, oui. Et du coup, un conseil que vous donnez tout le temps? De ne pas hésiter. Sans pour autant être trop ambitieux et être trop sûr de soi. Et trop longtemps, j'ai hésité, notamment sans doute parce que j'étais trop jeune et pas sûre de moi, mais j'ai trop hésité sur qui j'étais, qui je représentais, le fait d'être une femme, encore une fois, en filière littéraire, etc. Et le jour où je me suis dit, mais ouais, mais je vais la faire, cette filière littéraire, mais ouais, mais je vais la monter, cette boîte. C'est ce jour-là où je me suis dit que je vais un petit peu prendre ma vie en main et faire enfin ce que moi j'avais envie de faire, et suivre ma voie royale plutôt que celle qui m'était dictée par des gens de mon entourage, et ça a été sans doute le meilleur choix que j'ai pu prendre. Que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment? Je leur dirais que il faut pas hésiter, et ça c'est aussi quelque chose que je n'ai pas fait au début et que je regrette. Il faut pas hésiter de demander de l'aide. Et maintenant, je suis la première, peut-être à en abuser un peu trop, mais à demander de l'aide sur n'importe quel sujet, notamment quand il s'agit d'agir.
à écrire à des gens qui s'y connaissent dans le marché dans lequel je cherche des infos, etc. C'est vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, à s'associer avec des gens qui sont aussi passionnés que vous. Ça a été quelque chose qui m'a manqué au début et je crois que si je devais le refaire, je le referais différemment. Oui. Mmh. Merci beaucoup Philippine, merci de nous avoir accordé cette interview donc par téléphone vu les circonstances, pas de face à face pour le moment. Où est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Classroom et puis de tous vos projets ? C'est très sympa. Classroom a un site internet www.classroom.fr, Classroom avec un K. Et puis moi j'ai également des pages sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Philippine avec 3P, Dolbeau. Merci beaucoup Philippine, en tout cas je vous souhaite vraiment une très très bonne route. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Michael Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.